Le journal. Bonsoir à tous, les titres du journal. La nouvelle politique forestière, le plan d'affectation des terres et la création de nouvelles zones économiques étaient au centre d'une séance de travail ce matin entre le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, et le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White. Ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone, c'est le thème de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone célébrée ce 16 septembre. Stop aux fausses informations liées à l'augmentation du médicament au Gabon. C'était le point inscrit à l'ordre du jour de cette conférence de presse de l'agence gabonaise de normalisation Aganor. Alexia Dibonga Afan, 14 ans, mère d'un nourrisson de 5 mois, aurait quitté le domicile familial pour une destination inconnue depuis hier. Dans ce journal, le cri d'alarme de sa famille. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée sur Radio Gabon. En ouverture de ce journal, séance de travail ce matin à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, a dévisé avec le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White et les directeurs généraux du secteur concerné. La nouvelle politique forestière, le plan d'affectation des terres et la création de 2 nouvelles zones économiques ont constitué la trame des échanges. On fait le point avec Patrick Nzengi. La première journée de travail du Premier ministre chef du gouvernement aura été marquée ce mercredi par ce conseil des cabinets ministériels consacré exclusivement au département des eaux et forêts. Celui-ci aura été l'occasion pour Rose Christiane Osuka Raponda et les membres du gouvernement conviés à ce tour de table d'examiner et débattre autour des thématiques. Charles Mvela, ministre délégué auprès du ministre des eaux et forêts. Celui de la forêt avait un caractère particulier parce qu'il rentre dans le droit fil des annonces fortes que le président de la République, le chef de l'État, a eu à faire lors de son adresse le 16 août dernier. Le secteur forêt et bois allait être, n'est-ce pas, attributeur de nombreux emplois. On a parlé d'une projection de près de 30 000. Donc il s'est agi ce matin pour le ministre Lee White, n'est-ce pas, de décliner devant Madame le Premier ministre et l'ensemble de ses collègues la stratégie qui a été arrêtée, n'est-ce pas, pour pouvoir y parvenir. Outre le point sur la nouvelle politique forestière dont on salue le caractère essentiel au plan économique, le plan d'affectation des terres et les zones économiques à créer ont aussi été versés au débat lors de cette séance de travail. Le plan de l'affectation des terres qui se passe normalement, il y a effectivement l'annonce de 2 zones économiques nouvelles, celle de Franceville et celle de Lambaréné. Nous avons noté avec satisfaction que celle de Lambaréné pourrait éventuellement être mise très rapidement en route, et pour celle qui est de Franceville, un ensemble, n'est-ce pas, de prérequis devrait être d'abord adopté. Pour rappel, ce conseil de cabinet ministériel consacré au département des eaux et forêts a été précédé mardi dernier par la rencontre entre Rose Christiane Osuka Raponda et Madeleine Baird, ministre en charge de la formation professionnelle. Parlons à présent du phénomène d'érosion côtière, un phénomène peu connu du plus grand nombre et il s'observe à certains endroits à travers le pays. Allons comprendre à quoi renvoie l'érosion côtière dans ce reportage d'Edgar Kaba. De vagues violentes du côté du bord de mer, et Raymond est assis sur une partie de la côte qui pourrait être victime d'érosion. Il ne mesure pas les dangers auxquels il s'expose. Dans un jeu de questions-réponses engagé avec notre interlocuteur, Raymond ne sait pas ce que c'est l'érosion côtière. C'est quoi l'érosion côtière? Je n'ai pas encore entendu parler de ça. Je sais pas. Je vais un peu demander à celui qui connaît, il va m'expliquer.
Partons de là pour l'université Omar Bongo, au Centre national des données de l'information océanographique, CNAREST, où nous avons rencontré le docteur Vivino Max Thierry Mouyalou, chercheur spécialiste en géomorphologie littorale, chargé de la recherche CAMES, pour cerner le phénomène d'érosion côtière. L'érosion côtière est la dégradation de la côte d'une plage liée au recul du trait de côte. La dynamique côtière se manifeste par l'alternance d'un jeu de recul et d'avancée. On parle plutôt d'érosion et de progradation. Donc c'est véritablement ce jeu que l'on appelle dynamique côtière et qui malheureusement depuis quelques années se caractérise par un recul unilatéral et on n'observe plus le phénomène d'engraissement que l'on observe. C'est pourquoi désormais on parle beaucoup plus en termes d'érosion côtière que de progradation des plages. On peut avoir donc un recul de trait de côte qui va affecter une plage sableuse, le cas par exemple de la Sablière ou encore de la plage du Selamba. On peut avoir un recul de trait de côte qui va affecter des zones de falaise, comme c'est le cas du côté du cap Extérias. On peut avoir un enjeu socio-économique où l'érosion côtière affecte des maisons, des habitations, des commerces, des structures, des routes. Là, on parle plutôt plus de l'impact sur les activités socio-économiques. Pour finir, regagnons le bord de mer de Libreville pour admirer l'action de cette étendue d'eau sur les côtes gabonaises et celle de l'action humaine sur les bancs de sable et les espaces côtiers. Et puis la communauté internationale célèbre tous les 16 septembre de chaque année la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone. Ce gaz situé entre 20 et 50 km d'altitude est essentiel à la vie sur Terre, notamment à la santé des populations. Écoutons Nikez Rabé-Congo, géomorphologue, propos recueillis par Ferdinand Ditengu Mboumi. Ce gaz a la propriété de réduire ou de limiter les radiations solaires. Alors, les radiations solaires, c'est une intensité énergétique qui, si elle arrive, elle traverse, elle va pour l'homme causer des cancers de peau. Les personnes qui sont sensibles à ces radiations solaires sont les personnes à peau claire. Les personnes à peau sombre sont beaucoup moins sensibles aux radiations solaires. Donc tant que la couche d'ozone est présente dans notre atmosphère, tant qu'elle joue ce rôle de filtre, de limite de cette radiation solaire-là, elle permettra aux individus de tomber moins de cancers de peau. Mais il est certain qu'aussi beaucoup d'autres espèces animales pourraient aussi subir cette augmentation de la radiation solaire si l'ozone, cette couche, venait à disparaître. Parlons santé dans cette édition d'information. Une équipe de dépistage Covid-19 du centre professeur Daniel Gaouma dans les locaux de la radio-télévision gabonaise. Radio Gabon, entreprise citoyenne, a répondu favorablement aux exigences du ministère de la Communication en matière de lutte contre la Covid-19. Plusieurs agents de l'administration, techniciens ainsi que journalistes viennent d'être dépistés. Les détails avec Issa Steve Mefan. Une initiative de la Direction générale de Radio Gabon, entreprise citoyenne, répondant aux exigences du ministère de la Communication de dépister le plus grand nombre de personnes au sein de cette entreprise. Un test effectué par des agents de dépistage de Covid-19 du centre professeur Daniel Gaouma à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. La friction des mains au gel hydroalcoolique avant le remplissage des formalités d'usage, l'octroi d'un petit tube de laboratoire, l'introduction des cotons-tiges pour prélever la salive dans la gorge et dans l'une des narines. Un test plutôt soft auquel se sont adonnées les différentes composantes de l'entité audiovisuelle publique. Gaël Bimbao Koko, journaliste. C'est nous qui relayons ces informations sur la sensibilisation, sur le nombre de cas, sur tout ce qui se fait en matière de lutte contre le nouveau coronavirus. Et il est important également, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, au contact des autorités, au contact des populations, pour vivre au quotidien ce qui se fait, que nous-mêmes nous fassions dépister. L'occasion faisant le larron, Lucien Barraud, technicien à Gabon Télévision, apprécie l'initiative. Il s'est livré au procédé lui aussi. C'est le plus important d'abord d'être au courant de son statut, sinon on vit avec cette psychose dans la tête et dans le corps. Donc il était temps pour pouvoir se faire aussi dépister, quoi. La crainte est présente, mais pour Edgar Kaba, journaliste à Radio Gabon, il fallait y passer pour avoir le cœur net. J'ai trouvé ça quand même assez curieux, mais ça m'a quand même procuré quelques sensations assez bizarres au niveau de la narine et voilà. On est tout le temps en contact avec des personnes qui soient susceptibles de nous contaminer et donc du coup, parce que nous sommes des hommes de terrain, en tant que communicateurs, on va tout le temps en contact. Population, c'est normal qu'on puisse avoir un peu de crainte. Donc c'est la légère crainte que j'ai et qui est certainement partagée par d'autres hommes de terrain de la même corporation que moi.
Pour Sonia Ada, journaliste également à Radio Gabon, quelques appréhensions demeuraient dans son esprit. C'est la toute première fois. Je dois avouer que j'appréhendais un peu parce que les gens qui étaient passés avant disaient que ça faisait mal et donc mais je me suis rendu compte que lorsque je l'ai fait, c'était calme quoi. Je l'ai surtout fait parce que en tant que communicatrice, en tant que journaliste, je suis peut-être appelée à voyager à n'importe quel moment et du coup, c'est une aubaine. Les résultats de ces tests sont livrés au bout de 72 heures. Un traitement est donné si le test est avéré positif, une initiative qui devrait se poursuivre. Poursuivons cette édition d'information avec la fin des travaux de la réunion préparatoire des experts tenus en prélude au forum MOST des ministres en charge du développement social des pays d'Afrique centrale, un forum que le Gabon va accueillir et organiser le 30 septembre 2020 sous le thème « Le défi de la pauvreté en Afrique centrale, quel impact de la pandémie du Covid-19 et quelle stratégie ?» Gaël Mbimba Okoko. Au terme de 2 jours de travaux, les experts de l'Afrique centrale sont tombés d'accord sur le fait que la Covid-19 a bouleversé les habitudes, les comportements et a augmenté la situation de la pauvreté dans la sous-région. Bertrand Dimitri Ndombi Boudzanga, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Les politiques publiques fondées sur des indicateurs macroéconomiques ne suffisent plus puisque les réalités sociales ou les expériences vécues pendant la Covid-19 rendent compte de ce qu'il faut aller voir dans des données plutôt qualitatives qui complètent bien entendu les données quantitatives afin que les réalités spécifiques liées à certains territoires ou à certaines catégories de population selon la diversité donc du phénomène puissent être pris en compte par les politiques publiques qui seraient plus proche donc des besoins des populations. À la lumière de ce tableau sombre causé par le nouveau coronavirus, la réunion préparatoire des experts s'est surtout soldée par plusieurs recommandations urgentes adressées au ministre en charge du développement social. Se pose donc la nécessité d'avoir une étude approfondie au niveau pays mais aussi au niveau régional de sorte que la politique de lutte contre la pauvreté en situation de crise et au-delà soit coordonnée de façon à intégrer l'ensemble des populations sous-régionales. Donc il y a une nécessité d'entamer une étude approfondie de façon immédiate, notamment dès que les résolutions seront prises par la conférence des ministres. Des recommandations qui seront examinées lors du 2e forum ministériel MOST du 30 septembre prochain. Et puis l'agence gabonaise de normalisation à Ganor veut remettre les pendules à l'heure quant aux mauvaises informations qui circulent dans la sphère médiatique et sur les réseaux sociaux concernant son domaine de compétence. Dernière en date, la problématique du prix du médicament qui, selon le syndicat des pharmaciens, devrait subir une augmentation via le programme gabonais d'évaluation de la conformité PROJEC initié par l'Aganor. Le point avec Ahmad Beni Evaka. C'est une information complètement hors cadre qui circule dans la plupart des médias du pays, selon laquelle l'agence gabonaise de normalisation, la Ganor, à travers un certificat de conformité, envisagerait d'augmenter le prix du médicament. Pour le directeur général de la Ganor, Abdourazak Guy Kabongo, les médicaments ne font pas partie du champ d'application du programme gabonais d'évaluation de la conformité, le PROJEC. Nous avons considéré un large éventail de presque tous les produits, excepté les produits alimentaires, excepté les produits qui sont déjà contrôlés, certifiés par des organismes tiers. Le médicament, sur ce coup, est automatiquement exclu. Le médicament ne saurait faire l'objet d'une quelconque augmentation de prix par le fait de l'entrée en vigueur du PROJEC. La Ganor précise que les produits de santé, dont les médicaments certifiés selon les standards internationaux, n'ont plus besoin d'une conformité locale et que l'agence du médicament s'occupe déjà de leur traçabilité. Le médicament, qui déjà est bien contrôlé par l'agence du médicament, avant son entrée au Gabon, fait déjà l'objet des contrôles stricts et des évaluations partant des laboratoires de fabrication jusqu'à son embarquement pour être vendu au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est classé comme leader au niveau sous-régional en matière de politique pharmaceutique par sa rigourosité. C'est pourquoi le directeur de l'agence du médicament, le docteur Edwige Okui Ndakissa, interpelle une fois de plus les fabricants de médicaments. Il faut dire que le problème de certification, c'est aussi un problème de labellisation. Moi, je veux vendre, mais il faut que je sois sûr que ce soit mes produits pour éviter la contrefaçon. Je me suis retrouvée, moi, dans un scandale de lait, mais les produits d'hygiène de bébé doivent être contrôlés par nos services. Nous y avons largement travaillé. Soulignons tout de même que le PROJEC vise à évaluer
évaluer et vérifier la conformité appliquée de certains produits ou marchandises exonérés des droits de douane. Objectif, améliorer la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que la protection de l'environnement. Le concours Plan d'affaires e-Startup Challenge, une compétition qui compte récompenser les meilleurs business présentés dans tous les secteurs d'activité en rapport avec le numérique afin de promouvoir l'entrepreneuriat et œuvrer à la création d'emplois. C'est dans ce contexte que l'émission Gabon Eco reçoit ce jeudi à 10h05 le docteur Nzengue Peigné, chef projet concours Plan d'affaires e-Startup Challenge, revient sur l'intérêt de ce projet. Voici un extrait en avant-première. e-Startup Challenge, compétition entre les meilleures entreprises, aussi bien en démarrage que celles qui existent déjà, et afin qu'on puisse primer les meilleurs. Déjà, en fait, il faut situer cette activité au sein du projet e-Gabon. Le projet e-Gabon, c'est un projet gouvernemental à travers un financement ou du moins un partenariat avec la Banque mondiale. Le projet e-Gabon est constitué de 3 principales composantes. La première, c'est la composante e-santé, qui est portée par le ministère de la Santé. La deuxième composante, c'est la composante 2, qui, elle, est portée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. La troisième composante, enfin, qui est une composante un peu plus fiduciaire, c'est-à-dire celle qui compose tous les éléments de comptabilité, de gestion financière. Cette troisième composante, elle est portée par la Commission nationale des typés. Dans la deuxième composante du projet qui nous intéresse, un des objectifs principaux de cette composante, c'est de contribuer au développement d'un écosystème d'innovation numérique. Aujourd'hui, le Gabon a pour ambition de diversifier son économie. Et parmi les pistes de diversification, justement, il y a cette voie du numérique. D'où cette stratégie a été définie dans le plan stratégique Gabon émergent. Et pour la mettre en œuvre, entre autres pistes, à travers le projet e-Gabon, il est mis en place des moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, booster l'écosystème, pour amener les gens de plus en plus vers tout ce qui est numérique, faire la promotion du numérique à travers différentes activités, dont la promotion du secteur privé, à travers, la mise en place des incubateurs et l'organisation de certaines activités justement qui permettent de prendre le pouls du développement numérique au niveau national. Et donc, parmi ces activités, évidemment, ce concours e-Startup Challenge. Gabon Eco, c'est ce jeudi 17 septembre 2020 à partir de 10h05 et rediffusion à 20h avec Gérard Malékou et Fabien Ngui au Canvele. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait informé de la reprise des activités pédagogiques dans les universités, instituts et grandes écoles. Pour ce qui est de l'UOB, les dates du 14 septembre 2020 pour la rentrée administrative et le 21 septembre pour la rentrée académique. Seulement, le SNEC, le syndicat national des enseignants-chercheurs, demande au gouvernement la réalisation des projets liés au respect des mesures barrières promis et le paiement intégral des vacations et autres avantages dus au statut d'enseignant. Écoutons le professeur Mathurin Ovone Ebe, président du SNEC UOB, au micro d'Edgar Kaba. À ce jour, en effet, sur 15 cubiténaires sollicités, le gouvernement n'en a installé que 3 sur le campus. Ces 3 cubiténaires ne sont pas régulièrement alimentés en eau et savon conformément au protocole arrêté. Le SNEC UOB profite donc de l'occasion que lui offre la présente communication pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles la faculté de droit et sciences économiques et du département de psychologie ont repris leurs activités pédagogiques dans des salles non désinfectées et le non-respect des diverses mesures barrières, notamment le port de masque et la distanciation physique. Les enseignements sont dispensés en présentiel avec 300 étudiants dans des salles de classe qui ne doivent en compter que 100 ou 200. Le e-learning annoncé comme solution idoine au début de la pandémie peine à se mettre en place. Le couvre-feu constitue également une entrave à la reprise effective des activités pédagogiques et de recherche. Dans les universités et grandes écoles, celles-ci vont au-delà de 20 heures, hors de l'entrée en vigueur du couvre-feu. La formation continue destinée à certains professionnels se déroule généralement après les heures légales de travail, c'est-à-dire de 16h à 21h. Le SNEC UOB, fort de cela, demande la levée du couvre-feu, sinon son entrée en vigueur à partir de minuit. Cela permettrait un fonctionnement normal des universités et grandes écoles. En ce qui concerne la dette liée aux vacations, dont l'appurement est pourtant l'une des conditions de reprise, cette reprise ne saurait être effective. Non seulement parce que l'arrêté
interdisant les regroupements de plus de 10 personnes est toujours en vigueur, mais aussi parce que la présence des enseignants-chercheurs dans les salles de classe et amphithéâtres est conditionnée par le paiement intégral de toutes les vacations dues, sans oublier la régularisation de toutes les situations administratives, le paiement des rappels et l'arrimage complet de la pension de retraite au nouveau système de rémunération. Le SNEC-UOB propose donc au gouvernement la multiplication des infrastructures qui serviront à désengorger l'université Omar Bongo. Le redémarrage des travaux de construction des universités d'Oyem, Mouila, Boué et Port-Gentil serait lui aussi la bienvenue. Sur le plan administratif, le SNEC propose au gouvernement de sortir les enseignants-chercheurs du statut général des fonctionnaires afin de mieux suivre leur carrière. Cela éviterait les retards de reclassement. Cette disposition est possible, d'autant plus qu'elle est appliquée à d'autres corps tels que la magistrature et les forces de défense et de sécurité. Parlons cette fois des régies financières toujours en grève. Ils observent un service minimum. Les leaders de ces structures syndicales attendent toujours le début des négociations avec les patrons des ministères concernés par cette question. Écoutons Judy Kael Badinga Bissago, président du syndicat modèle de l'économie gabonaise de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale au micro de Nick Jocelyn Fouba. Les agents de la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale observe une grève générale illimitée, baptisée Opération Porte Close, depuis le 27 juillet 2020. Et face à l'absence de réponse de notre ministre de tutelle, à l'occurrence M. Jean-Marie Ogandaga, nous avons eu à solliciter les interventions des plus hautes autorités pour une sortie de crise. Suite à cela, nous notons avec satisfaction les réactions au plus haut niveau de Madame le Premier ministre chef du gouvernement et du coordinateur général des affaires présidentielles au travers des courriers datant des 20 et 27 août 2020, adressé au ministre de l'économie et de la relance, l'invitant à dialoguer et à ouvrir immédiatement des négociations avec les partenaires sociaux afin de trouver des solutions pérennes à nos revendications. Seulement, nous déplorons à présent l'attitude du ministre de l'économie et de la relance qui tarde à inviter les partenaires sociaux sur la table des négociations et ce, malgré les recommandations des plus hautes autorités de la République, préférant faire dans les faits de communication en recevant d'autres syndicats qui ne sont même pas en grève. Face à cette situation, nous réclamons sans plus tarder au ministre de l'économie et de la relance l'ouverture des négociations entre l'administration et les partenaires sociaux qui sont actuellement en grève, dans un cadre de dialogue interministériel impliquant aussi les ministres du budget Sostène Ossougou et celui du pétrole Vincent De Paul Massassa, conformément aux instructions de Madame le Premier ministre chef du gouvernement et du coordinateur général des affaires présidentielles. Cri d'alarme dans ce journal, une jeune maman de 14 ans qui serait portée disparue depuis 24 heures. Selon sa famille, la jeune Dibonga Afan Alexia aurait fugué avec son nourrisson de 5 mois. Écoutons à cet effet l'attente de cette dernière, Christelle Adda Ekomier, au micro de Ryan Nziengi. Elle est sortie hier matin. Jusqu'alors, elle n'est pas rentrée. Elle est partie avec un enfant de 5 mois. Donc, nous sommes à sa recherche déjà. Elle s'est Dibonga Afan Alexia Samira. Cette année, elle n'a pas appris. Nous sommes au charbonnage à Bel-Air. 074 44 36 49. 074 44 36 49. On peut dire déjà un jour. Hein? Non, je crois qu'elle a fugué. Ce que je peux dire à Samira, c'est de ramener l'enfant. Elle est partie avec l'enfant sans nourriture, sans vêtements. Qu'elle ramène l'enfant et à toutes les personnes qui l'ont vu ou qui sont avec elle, demander à Samira de rentrer à la maison. L'enfant a 5 mois. L'actualité hors de nos frontières à présent avec vous, Lise Obon-Ongoro. Bonsoir. Bonsoir. Nous irons d'abord en République démocratique du Congo, en Libye, enfin en Syrie. En République démocratique du Congo, les parlementaires ont fait leur entrée hier mardi, l'occasion pour le président du Sénat de dénoncer le discours tribaliste qui gagne du terrain. Allons-y dans le Moyen-Orient. Une attaque dans le sud de la Libye a été menée par l'armée nationale libyenne ANL contre une cellule de l'État islamique ce mercredi 16 septembre. Le nouveau chef de l'organisation État islamique en Libye, connu sous le nom d'Abdou Abdallah Red Libye, est décédé.
Et la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie vient de rendre son 21e rapport. Il couvre les 6 premiers mois de 2020. La commission évoque de possibles nouveaux crimes contre l'humanité commis par les alliés de Bachar el-Assad, mais aussi les crimes dans les régions kurdes contrôlées par la Turquie. Merci Lise pour toutes ces nouvelles. Place à présent au sport. La page des sports de ce journal avec vous, Ulrich Kupangoy. Bonsoir. Bonsoir, Rokia. Une page des sports essentiellement consacrée au football avec la signature imminente de l'international gabonais Ulrich Enemela avec Brighton, club anglais de première division. Bientôt un autre attaquant gabonais en première ligue. Il s'agit d'Ulrich Enemela, actuel sociétaire du club français Amiens, annoncé en première division anglaise du côté de Brighton. Après plusieurs discussions, le club anglais est finalement tombé d'accord avec Amiens pour le transfert de l'attaquant gabonais. Pour s'attacher les services de l'international gabonais, le club anglais va débourser près de 300 000 €. Amiens a négocié un pourcentage à la revente pour le transfert de son jeune joueur qui était sous contrat jusqu'en 2023. Il va rejoindre en Angleterre Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. Nous prenons la direction de Port-Gentil, où le centre sportif de Benji, club de deuxième division, nourrit toujours les ambitions d'accéder en première division avant l'interruption de la compétition à cause du Covid-19. Le centre sportif Benji ambitionne d'accéder en première division. De Port-Gentil, nous avons la correspondance de Jean-Paulin Alogo. Bien placée dans la poule A où elle était à 2 doigts de se qualifier pour la phase des playoffs du National Foot 2. La formation du centre sportif de Benji, CSB, entend repartir sur des bonnes bases et retrouver sa bonne carburation de la saison écoulée. L'entraîneur principal de l'équipe insulaire, l'ancien footballeur François Yamat, fait l'analyse de la situation. Au regard de ce que nous avons eu comme résultat, on avait pris le dessus sur nos adversaires, mais malheureusement, la situation est celle que nous connaissons. Et comment comptez-vous aborder la reprise du championnat, même si on ne connaît pas encore la date? Il va falloir faire un travail de façon à ce que les petits soient en condition. C'est regrettable la situation que nous avons vécue parce que le CSB était en phase de recouvrer la première division au regard des résultats que nous avons engrangés. Il va falloir reprendre à zéro, comme on dit, tout ce que Dieu fait est toujours bon. Autrement dit, l'espoir demeure pour que le CSB puisse accéder en division supérieure, si et seulement si le bloc retrouve sa verve d'antan. Radio Gabon, à Port-Gentil, Jean-Paulin Alogo. 3 membres de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire ont démissionné de leurs fonctions. Il s'agit de Mamadou Koné, président de la SOA, Abakar Koné du WAC et Cyril Lemoro de l'Association des footballeurs ivoiriens. Des démissions actées par le comité exécutif de la dite institution. Par ailleurs, la Ligue de football professionnel propose la date du 24 octobre pour le début du championnat ivoirien, tandis que la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny aura lieu le 17 octobre. À noter que les 3 démissionnaires figurent sur des listes pour les prochaines élections de la Fédération ivoirienne de football. Et puis, le Libéria, lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football pour avoir déclaré forfait pour 2 compétitions. Le Libéria est sanctionné à $5,000 d'amende avec une interdiction de participer à la prochaine édition conformément au texte. Le Lone Star s'est retiré de la CAN U17 et U20 après les tirages au sort des éliminatoires en 2018. Par ailleurs, le pays ne pourra pas disputer les prochaines qualifications des 2 compétitions pour l'an prochain. La CAN U17 doit se tenir au Maroc, tandis que celle des U20 aura lieu en Mauritanie. Enfin, à un mois de sa demi-finale de Ligue des Champions, le Zamalek perd son entraîneur Patrice Carteron. Le technicien français a signifié son départ, lié au club jusqu'en juin 2021. Carteron a des envies d'ailleurs. Malgré les réticences du Zamalek, le technicien français est même prêt à verser ses indemnités de départ, estimées à $250,000. L'ancien coach du tout-puissant Mazembe se dirigerait vers l'Arabie Saoudite. C'est le club Al Tawon qui va accueillir l'ancien sélectionneur du Mali. Ulrich Kupangoy du service des sports. Nous procédons au rappel des titres. La nouvelle politique forestière, le plan d'affectation des terres et la création de nouvelles zones économiques étaient au centre d'une séance de travail ce matin entre le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, et le ministre des Eaux et Forêts, le professeur Lee White.
Ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone. C'est le thème de la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone célébrée ce 16 septembre. Stop aux fausses informations liées à l'augmentation du médicament au Gabon. C'était le point inscrit à l'ordre du jour de cette conférence de presse de l'agence gabonaise de normalisation Aganor. Alexia Dibonga Afan, 14 ans, mère d'un nourrisson de 5 mois, aurait quitté le domicile familial pour une destination inconnue depuis hier. Dans ce journal, vous avez suivi le cri d'alarme de sa famille. C'est la fin de cette principale édition d'information de la soirée préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. À la mise en onde, Ulrike Lonka, au montage Herman Osunga, à la réalisation Ryan Nziengi. Je suis Rokia Monime. Merci de nous avoir suivis. À demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.